Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Polémique, une heure de débat en direct chaque dimanche soir sur France 5 pour comprendre, échanger, confronter des idées. Ce soir, une question, la France va-t-elle si mal? Faut-il brûler les prédicateurs du déclin? On en parle avec vous, Alain Finkielkraut. Je rappelle que vous êtes philosophe, académicien, auteur notamment de La seule exactitude qui vient de ressortir en édition augmentée en poche chez Gallimard. Vous avez déjà vu mon camarade Rissouli et ses amis, mais je vous salue. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir. Nos invités, ils viennent vous rejoindre tout de suite. Alain Duhamel, journaliste, éditorialiste. Son livre « Les pathologies politiques françaises » est publié chez Plomb. Elisabeth Roudinesco, historienne, psychanalyste. Son dernier livre, Freud, en son temps et dans le nôtre, est publié au Seuil. Et avec nous également Robin Rivaton. Vous avez 29 ans, Robin Rivaton. Vous êtes essayiste, auteur de « Quand l'État tue la nation » chez Plomb. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à cette émission. Nous sommes à 6 mois et quelques jours de l'élection présidentielle. Les esprits s'échauffent, à gauche, mais surtout à droite. Et il y a finalement un point commun entre les candidats. Ils sont pratiquement tous d'accord pour dire que la France va mal. Alors, faut-il les croire? Sommes-nous si mal en point? C'est la question que pose le plus illustre de nos chroniqueurs politiques, vous, Alain Duhamel. Je commence par un compliment. Oui, mais donc je m'inquiète pour la suite. J'allais dire docteur Duhamel, car c'est presque un livre médical que vous publiez, Les pathologies politiques françaises. Serions-nous malades de nous croire malades? Alain Duhamel, vous dénoncez ceux qui entretiennent ce malaise ambiant, cette sinistrose. Alors, les politiques, les médias et les intellectuels. L'un d'eux est particulièrement visé. Ça tombe bien, il est sur ce plateau. Pas méchamment. Alain Finkielkraut, vous allez... Visé avec courtoisie et je dirais même avec sympathie. Oui, parce qu'on peut, être en désaccord sur un sujet ou même sur plusieurs sans pour autant mésestimer l'autre, au contraire. Oui, enfin vous allez un peu vous bagarrer quand même. Bah écoutez, ça va... On verra ce qu'on a à dire. En tout cas, vous allez débattre pour la première fois depuis la publication de ce livre. Écoutez, pour commencer, je voudrais vous proposer un extrait du 20h de France 2 vendredi soir. Nicolas Sarkozy est invité. Son message est, regardez, on ne peut plus clair. Je rencontre une immense angoisse. Les Français se demandent si on pourra avoir le plein emploi, qu'est-ce qui va se passer avec leur sécurité, quel est le problème avec un islam politique. Ce sont des sujets lourds, graves, difficiles. Bon, c'est une des nombreuses illustrations de ce que vous décrivez dans votre livre, Alain Duhamel. Finalement, on nous rabâche à longueur de journée que nous n'y arrivons pas. C'est grave, docteur? Écoutez, je trouve qu'il y a deux choses. La première question, c'est est-ce que les choses vont bien? Ben non, évidemment, elles ne vont pas bien. Ça serait ridicule de le nier de quelque façon que ce soit. Maintenant, est-ce que ça signifie qu'on est condamné pour l'éternité à aller de plus en plus mal? Eh bien là, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'il faut prendre un peu de recul historique, se rappeler comment les choses se sont passées jusqu'à présent, et savoir que la France peut s'effondrer en 1940 et se reconstruire, et ensuite avoir 30 années formidables. Donc non seulement rien n'est écrit, ce qui va de soi, non seulement rien n'est stable et durable dans ce domaine, il y a des phases, mais surtout... la France n'est pas dépourvue d'atouts. Alors, encore faut-il bien les utiliser. Et quelquefois, ceux qui crient le plus au déclin parmi les politiques sont ceux qui ont moins bien utilisé les atouts quand ils étaient au pouvoir. Vous auriez pu écrire, Alain Duhamel, un livre sur les prétendants à l'Élysée, sur les forces en présence avant cette élection présidentielle. Pourquoi avez-vous choisi de vous pencher sur les pathologies? Et parce que je pense que... D'abord, on est dans une situation qui est quand même exceptionnelle, puisque ça fait 40 ans qu'il y a non pas une crise, mais des crises qui se succèdent. Donc ça mérite quand même d'y réfléchir. Ensuite, parce que j'ai voulu m'intéresser aux ressorts, aux caractéristiques, à la spécificité, à l'originalité du peuple français. Le peuple français est un peuple original, avec des caractères, certains positifs, certains négatifs. Et j'ai voulu souligner tout ce qui pouvait conduire à des affaiblissements ou à des blocages. Donc... En plus, il y a un peu d'hypocrisie enfin, quand je dis un peu, il y a beaucoup d'hypocrisie dans le monde politique et on parle toujours des responsabilités des dirigeants. Bien sûr que les dirigeants ont au premier plan des responsabilités, mais ça ne signifie pas que le peuple lui-même n'en est pas. Quand on change 15 fois de régime en 2 siècles, ça signifie qu'au moins 14 fois, il y a eu une révolte formidable et qu'il y a une responsabilité, qu'il y a des choix.
pour vous, Alain Duhamel, le pire défaut politique de ce pays, le plus répandu, le plus destructeur, je vous cite, c'est le déclinisme. La France, écrivez-vous, la France s'enfonce, la France décline, la France s'enlise, bientôt elle va s'effondrer. Déjà elle vacille, c'est l'heure du tocsin, en attendant le son du glas. La France n'est plus la France. Je m'arrête là, vous décrivez, là vous vous moquez des déclinistes. Oui. Déclinisme, c'est pour nous le mot de la semaine, Thierry Dagiral. Déclinisme non masculin qui, pour Alain Duhamel, constitue l'une des 8 maladies pathologies françaises. Les Français sont des obsédés du déclin. La France ne s'aime pas, la France est malade, la France a peur. Des Français qui voient l'avenir en noir plus que les autres peuples, écrit Duhamel. 90% pensent que la prochaine génération vivra plus mal qu'eux. Sondage Gallup de septembre 2014. Ils sont plus pessimistes que les Afghans. Alors d'où vient le mal, docteur? Le pronostic vital de notre pays est engagé. Des politiques d'abord, des médias ensuite qui relaient en boucle ce malaise. L'actualité aujourd'hui, ce sont les chiffres du chômage pour le mois d'août et ils ne sont pas bons. Le chômage est donc reparti à la hausse le mois dernier. Plus 1,4%. Pointés du doigt enfin les intellectuels Onfray, Houellebecq, Debré et Finkielkraut accusés de déclinisme intellectuel célébrant une France sépia. Accusé Finkielkraut, levez-vous. Restez assis encore quelques instants, Alain Finkielkraut. Le temps pour moi de vous rappeler que vous qui nous regardez ce soir sur France 5, vous pouvez évidemment intervenir dans cette émission grâce au hashtag CEPOL, bien sûr, sur les réseaux sociaux. On attend vos commentaires et vos réactions, vos questions pour tous nos invités d'ici à 20h45. Vraiment, n'hésitez pas. Alors c'est vrai, Alain Finkielkraut, que vous n'êtes pas épargné. Vous partagez d'ailleurs avec votre confrère Régis Debray, écoutez bien, l'horreur et la certitude d'un déclin français, je cite Alain Duhamel, d'un renoncement à l'essentiel national, ce qui fait de vous une figure de la haute église décliniste. Alors Monseigneur, je vous laisse répondre. Écoutez, je réfute ce titre. Monseigneur, je ne suis monseigneur ni accusé, mais je réfute aussi peut-être le mot de pathologie. Parce qu'avec ce mot, Alain Duhamel médicalise la divergence. Et je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait de bonne guerre. Vous faites du déclinisme, Alain Duhamel, une sorte de maladie ou de névrose. Et moi, je ne crois pas qu'il faille, si vous voulez, soigner la nostalgie. Je crois qu'elle a quelque chose à nous dire. Et quand j'entends des chroniqueurs, là je ne parle pas de vous, Alain Duhamel du tout, mais des chroniqueurs, des humoristes, des rubricards, notamment sur France Inter tous les jours, se gausser de ceux qui disent c'était mieux avant, j'ai déjà une première réponse à leur faire, c'était mieux avant eux, déjà. Première réponse. Deuxième réponse, il y a des choses qui non seulement déclinent aujourd'hui en France, mais qui sont en train de s'effondrer. Et pour qu'un redressement s'opère, car Alain Duhamel a raison, il n'y a rien de fatal, il faut faire le bon diagnostic. Je donnerai 2 exemples. La langue française. Robert Redeker, dans son livre L'école fantôme, dit qu'elle a disparu, elle est en train de disparaître de notre paysage acoustique. 2 exemples. Et je ne parle pas simplement des banlieues, hein, ou du parler populaire. Notre ministre de l'Éducation, les parents ne comprennent juste rien à comment travailler à la maison. Un philosophe interrogé sur France Culture. Je me suis interrogé, dit-il justement, sur pourquoi j'ai écrit Retour à Reims. Effondrement de la syntaxe, rabougrissement du vocabulaire. Cela, nous le voyons tout le jour. Pourvu que nous ayons une oreille, nous l'entendons. Que s'est-il passé? Il s'est passé l'école. Qui a voulu donner la parole avant de donner la langue? Et ça donne ça. Et deuxième effondrement, qui est peut-être dû à un problème très bien pointé par Alain Duhamel, la ruine, le désastre de l'école. Au lieu de vouloir faire reculer l'ignorance, on veut aujourd'hui faire reculer l'inégalité et quelquefois, à ce désir, à cette aspiration, on sacrifie des savoirs. Alors, est-ce que, Alain Duhamel, là vous êtes en train de vous dire que vous allez de quoi écrire un 2e tome, peut-être, avec cette réponse d'Alain Finkielkraut de réponse. Allons-y. Je suis en train de me dire que, bien sûr, il y a un certain nombre de signes qui correspondent et qui annoncent effectivement
une pathologie, que cette pathologie, elle n'est pas censée devenir éternelle, que le problème n'est pas de nier ce qui va mal, c'est d'essayer de comprendre si, à force de pessimisme, et j'insiste sur ce point, de pessimisme spécifique aux Français, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que le pessimisme français est beaucoup plus intense que dans d'autres pays, et depuis toujours, d'une certaine manière, j'ai relu pas mal de choses que vous avez lues comme moi d'ailleurs, mais ce qui est assez frappant, c'est que le déclinisme français est né pratiquement en même temps que la conscience nationale française. Et ça, c'est un trait caractéristique. Alors, je répète, il ne s'agit pas de nier ce qui va mal, au contraire, il faut le soigner, ce qui va mal, mais il faut, je crois, avoir conscience du fait que, à force de pessimisme, à force tous les jours de ne voir que des aspects négatifs, alors que si une société est en train, en partie, de se détruire, une autre société est aussi en train de se construire, et que ça n'est pas la première fois dans l'histoire que ça arrive, je termine, que on a une heure, Alain Duhamel, tout va bien, vous savez. Oui, mais on a tous envie ici d'aller au bout de nos idées sans faire des discours pour autant. Vous êtes là pour ça. Bon, si le déclinisme est ce qu'il est, il devient un facteur d'aggravation de la crise. Il devient un frein au changement. Il devient un moyen d'empêcher, non, mais de compliquer tout ce qui est l'adaptation normale qui a toujours dû exister à une phase complètement différente de celle qui existait avant. C'est d'ailleurs pour cela que vous avez dit que c'était le pire défaut politique français. Elisabeth Roudinesco, si la France était sur le divan, vous diriez quoi? Je rappelle que vous êtes psychanalyste, historienne. Surtout historienne, oui. Mais si la France était sur le divan, vous diriez qu'elle est quoi? Qu'elle est parano, qu'elle est schizo? Non, je ne dirais pas des choses comme ça, mais... Je voyage beaucoup, notamment je fais beaucoup de conférences à l'étranger, je rencontre beaucoup d'universitaires à l'occasion des traductions. Je reviens là du Brésil, ça va beaucoup plus mal qu'en France. Oui. Et ça va beaucoup plus mal qu'en France. Et en effet, on est toujours interrogé sur cette, je dirais pas pathologie, mais cette caractéristique extrêmement française de l'obsession du déclinisme qui existe depuis longtemps et qui est dans une période aiguë en ce moment. Alors il faut s'interroger pourquoi. Et on nous demande ça. Je rappelle qu'au Brésil, il n'y a pas de sécurité sociale, l'école n'est pas gratuite ni obligatoire, il y a une misère épouvantable. De toute façon, la crise est mondiale. Et si on regarde les gens, quand on discute avec eux, ils sont ils sont pas du tout déclinistes. En revanche, ils s'étonnent que nous le soyons et ils continuent à être habités par l'idée qu'il y a une France porteuse des valeurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et que les déclinistes ont abandonné ce bonheur de l'universalité. Alors j'ai envie de dire, et je l'ai souvent dit, que il faut allier, je reprends une phrase de Romain Rolland, il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. C'est-à-dire ne pas nier qu'il y a des problèmes, mais ne pas non plus désespérer l'avenir. J'ajouterais, à propos de ce qu'a dit Alain Finkielkraut sur le déclin de la langue française, ça c'est évident, mais ça fait très longtemps que c'est la langue anglaise qui s'est imposée dans le monde entier comme sorte de langue de communication. Je ne parlais pas tout à fait de ça, parce qu'il parlait de la langue française, permettez-moi de je vous en prie. En France. Mais, si vous voulez, les idées, la culture française, les idées, elles sont véhiculées en anglais dans le monde entier. Donc, il ne faut pas non plus devenir dans l'absolutisation de la langue, en tout cas. Et puis, quand même, dernier point, on est le pays consommant le plus d'antidépresseurs. Donc, c'est... oui, il m'arrive d'en prendre. Non, mais... Il vous arrive de prendre des antidépresseurs? Oui. Deux fois plus. Parce que la vie est dure, mais ça n'a strictement rien à voir avec le déclin. Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir avec le déclin. Statistiquement... C'est juste
Statistiquement, pardon. Je vis depuis toujours la peur au ventre et quelquefois la peur me submerge. Mais c'est la peur de pas avoir de pensée, la peur de pas avoir d'idée. Donc je suis assez favorable aux antidépresseurs. Non, mais juste avant de... Est-ce que je peux répondre? Je suis il faut que, Madame Roudinesco, il faut que tout le monde puisse parler dans cette émission. Et Robin Rivaton n'a pas encore pris la parole. Je rappelle que vous avez 29 ans. Vous êtes largement le Benjamin de ce plateau. D'ailleurs, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez vécu avec cette idée depuis que vous êtes né, que la France allait mal? Paul Valéry disait au début du XXe siècle que la France est capable des balanciers les plus extrêmes. Elle est capable de brûler, de porter au nu ce qu'elle brûlait hier. S'il le disait au début du XXe siècle, imaginez ce qu'il dirait aujourd'hui. Moi, j'ai grandi et la France, c'était 98-99. La France de 98-99, c'est la France triomphante. C'est la France où les médias américains nous disent que nous sommes la 4e puissance du monde, où on nous vend que on gagne les coupes du monde, la Coupe d'Europe. C'est la France qui a 3,5% de croissance par an. Donc, il faut arrêter de croire qu'on vit un moment spécifique où la France s'est enfoncée dans un déclin long et ténébreux, un grand toboggan qui nous amène à effectivement la consommation d'antidépresseurs. Non, la France aujourd'hui vit une situation matérielle qui est objectivement mauvaise, dans laquelle aujourd'hui on souffre. Vous parlez de la langue, mais c'est pas que la langue, c'est l'ensemble des politiques publiques, c'est sur l'éducation, c'est sur le logement, c'est sur le marché du travail, qui sont des politiques qui ne fonctionnent plus. On ne crée plus de richesse. Quand on dit que nos enfants vivront moins bien que les autres, que ceux des autres, on dit à juste titre. Les Français ne créent plus de richesse, il n'y a plus de progression du PIB par habitant. Ce sondage-là, c'est un des indices qui est d'ailleurs pointé par Alain Duhamel dans son livre et qui montre que les Français sont vraiment parmi les plus pessimistes sur cette question-là dans le monde. Parce qu'ils ont accepté l'idée de la fin de la croissance. Donc quand vous avez accepté l'idée de la fin de la croissance, forcément vous dites que vos enfants vivront moins bien que vôtres aujourd'hui. Ça prend aussi la forme d'une religion nationale de la mélancolie. Et quand un homme politique veut se faire applaudir, il explique tout va mal et tout ira mal, en ajoutant en général, sauf peut-être si moi j'arrive Alain Juppé se fait applaudir en disant le contraire quand même. C'est pour ça qu'il est différent des autres. Oui, peut-être. Alain Finkielkraut, là, je vous ai vu prendre des notes pendant... Oui, parce que quand même, il faut, encore une fois, faire le bon diagnostic, regarder la réalité en face. Ne pas être renvoyé au ridicule du « c'était mieux avant ». J'ai passé l'agrégation de lettres modernes, je crois que c'était en 1974. J'ai été nommé dans un lycée technique à Beauvais. J'y suis allé en me disant « j'espère que je réussirai à faire cours, que mes cours seront bons ». Mais c'était ma seule inquiétude. Maintenant, l'obsession des nouveaux professeurs, c'est de tenir leur classe. Et j'en ai entendu un qui était un professeur dans l'enseignement professionnel, qui avait été battu par un certain nombre de élèves, et qui a dit, sans être démenti par qui que ce soit, l'enseignement c'est un sport de combat. Et vous voyez que les gens les plus brillants d'une génération aujourd'hui se détournent pas seulement pour des raisons matérielles, mais aussi pour cela de cette profession. Alors que fait-on de ces territoires perdus de la République, qui sont aussi des territoires perdus de la nation? Que fait-on également? Vous dites déclinisme. Moi, il n'y a pas que ça. Regardons nos paysages. Oui, la beauté perd-elle du terrain? N'assistons-nous pas depuis 20 ou 30 ans ou 40 ans même à une véritable défiguration du territoire, avec ces immenses centres commerciaux, ces hypermarchés à l'orée des villes? Tout cela n'est-il pas la réalité? Que penserait René Char, Nicolas de Staël ou Bonnard s'ils visitaient aujourd'hui ce qu'on appelle de manière très symptomatique la région PACA, la Provence devenue la région PACA? Franchement, la lucidité commande quand même de se rendre compte. Sinon, le processus continuera à aller dans ce sens, il va même s'accélérer, et c'est René Char qui aura eu raison en disant « Nous sommes plus près du sinistre que le tocsin lui-même ». Alors, pour faire avancer le débat, nous allons accueillir un premier témoin. Il s'appelle Antoine Jouteau, il est le patron du Bon Coin. Tout le monde connaît ce site de petites annonces, hein. C'est une réussite incroyable. Presque tout le monde, puisque Alain Duhamel, vous avez raison de rappeler que... Qui ne le connaissait pas? Je le sais, mais c'est à vous de le dire. Nicolas Sarkozy, en effet. Ça avait fait toute une petite histoire, en effet. Alors, c'est un exemple, parmi tant d'autres, de la bonne santé de beaucoup d'entreprises françaises dans ce qu'on appelle la nouvelle économie. Bonsoir Antoine Jouteau. En quelques mots, la success story du Bon Coin. Le site fête ses 10 ans. Comment et pourquoi a-t-il été créé d'ailleurs? Il a été créé il y a 10 ans, justement pour essayer de faciliter tous les échanges au quotidien des Français dans l'automobile, dans l'immobilier, dans les biens de consommation, mais aussi maintenant dans l'emploi.
Qu'est-ce qu'on trouve sur le Bon Coin? On trouve de tout. On trouve de tout. On trouve tout ce qui est utile à votre vie quotidienne. Des appartements, des maisons, mais on trouve aussi des voitures, des scooters. Et puis, vous pouvez aussi trouver des offres d'emploi, des offres de babysitting. Voilà, il y a toujours des choses un peu étonnantes. Qu'est-ce que vous avez comme offre un peu particulière là, en ce moment, comme offre un peu originale? En ce moment, ce que vous avez d'original, c'est que vous avez des météorites à vendre. Ah. Ça, c'est quand même curieux. Oui. Donc, tout ce qui est à vendre sur Terre et sur le Bon Coin, mais aussi en dehors de Terre. D'accord. Et vous avez aussi un château de 45 millions d'euros. Voilà. Donc, vous avez des météorites et à côté, vous avez un château de 45 millions d'euros. Les chiffres sont impressionnants pour votre réussite. Vous avez quoi, 400 employés aujourd'hui? On va franchir la barre des 500 dans 2 mois. Et pour bien comprendre le triomphe de votre site, aujourd'hui, il est quasiment dans le top 3, top 4 des sites les plus visités en France, c'est bien cela? En effet, il y a un Français sur 2 aujourd'hui qui se connecte chaque mois sur le Bon Coin. Ce qui est génial, c'est que c'est quand même une entreprise florissante qui repose sur une idée forte, c'est gratuit. Donc vous gagnez de l'argent quand même ou comment ça se passe? Nous gagnons de l'argent. En effet, le concept, c'est de proposer de la gratuité. C'est-à-dire, il y a 10 ans, on a disrupté le marché de la transaction entre particuliers en intégrant la notion de gratuité dans la transaction entre particuliers. Donc on gagne de l'argent, on a réfléchi, on a inventé un business model un peu différent, basé sur la publicité, basé sur les professionnels qui intègrent aussi leurs annonces sur le Bon Coin. Ouais. On a réussi à intégrer ça et l'année dernière, on a réalisé 180 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors ça pourrait presque être un service public parce que c'est le principal concurrent ou complément de Pôle emploi, des centaines de milliers d'offres d'emploi sur le Bon Coin. Alors, pour revenir à notre question ce soir, vous qui êtes quelque part un peu le reflet du pays, quel est votre sentiment? Est-ce que vous avez le sentiment que la France est malade, qu'elle a un problème, qu'elle se sent mal, qu'elle déprime? Alors moi, c'est pas le sentiment que j'ai, en tout cas sur le domaine du numérique. L'économie du numérique, c'est une économie florissante. Je ne sais pas si vous savez, mais Paris est une des capitales où il y a le plus de start-up qui sont en train d'être créées, où vous avez le plus d'ingénieurs, et notamment des ingénieurs qui sont très spécialisés dans les mathématiques, dans la donnée, etc. Donc ça, c'est mon environnement à moi. Et aujourd'hui, cet environnement, il crée des emplois. Il y a évidemment le Bon Coin, 500 salariés, mais il y a aussi une entreprise comme Blablacar qui a 500 salariés. Tous ces emplois ont été créés dans les derniers mois et ce sont des emplois extrêmement qualifiés. Alors, moi j'ai le sentiment que la France préférera toujours le Bon Coin à Google, que ça fait partie de la mentalité. Elisabeth Roudinesco, il y a quand même... Écoutez, je ne crois pas. Moi, je me sers énormément, naturellement, de Google pour la recherche. C'est indispensable. On ne peut plus créer... Non, mais le côté un peu Astérix du Bon Coin... Je n'ai pas ce sentiment. Mais cela dit, maintenant, là, nous parlons d'économie. Oui. J'ai ceci de commun, quand même, avec Alain Finkielkraut, que nous parlons un peu de culture. Je ne suis pas en désaccord avec tout ce qu'il dit, notamment... tout à l'heure, quand il intervenait sur les paysages, la manière... Mais je crois, permettez-moi de vous le dire, que pour lutter contre ce j'appellerai pas le déclin, mais la vraie crise, il y a une crise de la culture, on est d'accord. D'abord, il faudrait peut-être un peu moins parler d'économie tous les jours et tout le temps. Voilà. Un peu plus de culture, notamment sur les médias, un petit peu plus de ce qui est positif dans la recherche française, dans les travaux qui se font en France. On passe son temps à dire qu'on décline, on a des prix Nobel, on a une recherche qui se fait. On a des sites qui cartonnent. Moi, je suis universitaire, il y a énormément d'échanges internationaux. Donc, voilà. Et ça, c'est quelque chose de très important. Sur ce plan, la France ne décline pas. Maintenant, je partage avec Alain Finkielkraut cette idée, ce qu'il appelle cette laideur. Simplement... si vous me permettez, peut-être qu'il faudrait moins personnaliser le débat. Vous parlez tout le temps de vous, de votre enfance. Non, pardon. Bon. J'ai pas la même enfance. J'ai pas le même souvenir d'école que vous. Nous avons des souvenirs très différents, les uns et les autres. C'était plus son enfance, là. Il parlait de l'agrégation. J'ai parlé de mon enfance, j'ai parlé de ce qu'était devenir professeur dans les années 70. Et le fait... quand même tout à fait qu'on allait enseigner dans un lycée technique sans la moindre angoisse, sans la moindre inquiétude. C'est tout. Et il ne s'agissait pas du tout d'un retour sur moi-même, mais d'une différence forte entre les situations des nouveaux enseignants et ceux des professeurs de naguère. Bon, voilà pour la mise au point. Robin Rivaton, je voudrais juste qu'on revienne quand même à Antoine Jouton et à ce site. Voilà, on a voulu inviter
le patron du Bon Coin, pour montrer, voilà, que... Est-ce qu'on ne dit pas assez que les choses vont bien? Est-ce que c'est ça aussi le problème? Et que des sites comme celui-ci sont des succès? On est à une période de crise. Une période de crise, c'est un moment où on fait des choix. Ça a donné dans la racine indo-européenne, c'est faire des choix. Donc il y a un nouveau monde qui émerge, des nouvelles choses qui apparaissent, il y a des nouveaux liens qui se créent. La société, elle s'est pas détruite, elle s'est pas clivée, elle est pas brisée. Il y a des relations qui sont en train de s'opérer chaque jour. À l'instant où on parle, il y a des gens qui échangent sur le Bon Coin, qui se rencontrent. Alors c'est de l'échange marchand. Peut-être que vous trouvez ça très très mal et très mesquin, mais ça permet de faire vivre des gens et ça leur permet de se rencontrer. Donc il y a toute une économie, il y a tout un écosystème qui émerge dans ce pays. Et les Français ont la capacité, ont la volonté de rebondir. Et c'est pour ça que moi, le message que j'aimerais quand même donner maintenant, c'est faut pas se tromper de combat. Le problème, c'est pas la nation, c'est pas les Français eux-mêmes. Ils sont pas devenus dépressifs, ils ont pas perdu leurs valeurs, perdu leur boussole, perdu leur sens. C'est l'État et ses politiques publiques. C'est la façon de mener le marché du travail, de mener le marché des biens. Pourquoi cette nouvelle économie en France? Il y a 500 employés au Bon Coin, mais il pourrait y en avoir 5 000, 50 000, beaucoup plus, s'il y en avait un marché du travail qui était cohérent, qui était responsable, qui permettait la croissance des entreprises. Et donc, on a un vrai problème, non pas d'énergie, de volonté, et vraiment c'est quelque chose d'important, on a un problème de pesanteur qui viennent non pas des Français, mais de l'État. Avant de passer la parole à Alain Duhamel, Antoine, vous avez le sentiment que les politiques ne comprennent pas forcément ce que vous faites? Il y avait cet exemple, effectivement, de Nicolas Sarkozy qui a été interrogé, qui a dit « je ne sais pas ce que c'est le Bon Coin ». Bon, du coup, il est venu vous rendre visite. Absolument. Bon. Mais d'une façon générale, est-ce que vous avez le sentiment de faire ça un peu en dehors des clous? Alors moi, j'ai l'impression d'être complètement dans l'ordre de ce que font les Français. C'est-à-dire que les Français, aujourd'hui, ils utilisent le Bon Coin et d'autres sites de l'économie collaborative parce qu'ils en ont besoin et que ça fait partie des tendances de leur époque. Et aujourd'hui, ces entreprises-là, elles sont complètement dans cette direction. Et finalement, c'est aux hommes politiques de s'adapter et à suivre ça. C'est peut-être. Est-ce qu'ils y arrivent, Alain Duhamel? Non, mais on sait très bien que ça fait des années que ça se passe mal. Mais je crois que ce qu'il faut comprendre à mes yeux, je ne prétends pas détenir la vérité, mais il y a une société française qui se détruit et une société française qui se construit. Et le passage de l'un à l'autre, comme toujours dans des périodes de ce genre, il est douloureux, il est difficile. Alors devant ça, les hommes politiques ont une marge qui ne cesse de diminuer, ce qu'il faut avoir en tête. Le général de Gaulle avait un pouvoir de décision sur l'économie qui n'a strictement rien à voir avec celui que détient aujourd'hui François Hollande. Et donc, il y a une responsabilité des politiques qui d'ailleurs, moi je l'ai très souvent dit et écrit, ont commis des erreurs spécifiques multiples et malheureusement depuis... je dirais 40 ans. Ça fait déjà pas mal. Et en même temps, il y a aussi un problème propre aux Français eux-mêmes. Alors, ils ont des raisons d'angoisse, évidemment. Ils ont peur du déclassement, ils ont raison. Ils ont peur du chômage, ils ont raison aussi. En même temps, il y a d'autres choses qu'ils ont aujourd'hui et qui n'existaient absolument pas il y a une génération. Mais derrière ça, ce qui me frappe, c'est dans leur regard le fait que la majorité, il ne faut jamais dire les Français d'ailleurs, il faut dire la majorité des Français détestent le capitalisme, détestent l'Europe, ne veulent pas de l'Europe, détestent la mondialisation et au fond ont peur du siècle dans lequel ils entrent. Et ça, je trouve que c'est quelque chose, je ne dis pas du tout de répréhensible. Si c'est ce qu'ils éprouvent, ils en ont le droit, évidemment. Mais c'est quelque chose qu'on peut trouver inquiétant. Alors, Alain Finkielkraut, vous avez évoqué l'école il y a quelques instants. On a un tweet, un téléspectateur qui nous regarde et qui écrit la chose suivante. « L'école est responsable, dit-il, point d'interrogation, et si la cause était le manque d'appétit des jeunes Français ?» Je pense qu'il est plus difficile d'enseigner aujourd'hui qu'hier. Ça n'a jamais été facile. On s'est toujours ennuyé à l'école. Mais évidemment, l'autorité du maître ne va plus de soi. Le sens de la hiérarchie, la dissymétrie même des places, tout ça se perd. Et puis, nous vivons dans un monde numérique. Et le numérique, c'est la communication, c'est l'horizontalité, c'est le fun. L'école, c'est quand même l'ascèse, l'effort. Et la grande erreur, c'est pour captiver justement cette jeunesse plus rétive qu'elle n'était autrefois, d'introduire massivement le numérique à l'école. Les fameuses tablettes. Des tablettes, etc.
je crois... Ça, vous êtes contre. Mais je pense que, et beaucoup d'ailleurs d'experts le reconnaissent aujourd'hui, c'est un véritable désastre. Mais ça ne va pas résoudre le problème, ça va les aggraver. Et d'ailleurs, les parents eux-mêmes le savent très bien parce qu'ils s'arrachent les cheveux. Ils veulent à tout prix déconnecter leurs enfants qui sont soit sur leur portable, soit sur leur écran d'ordinateur, à la maison, dans leur chambre, dehors, etc. Et on leur dit, mais non, on va encore les connecter à l'école. C'est-à-dire on va soigner l'addiction par une massive augmentation de la dose. On n'a jamais soigné quoi que ce soit comme ça. Donc je crois que c'est une erreur très grave. Et encore une fois, regardons la réalité en face et pour éviter le déclinisme, faisons le bon diagnostic pour essayer d'y remédier. Mais une dernière chose, là où je suis tout à fait d'accord avec Elisabeth Ionesco, il ne faut pas se laisser obnubiler par une vision économique du monde. L'inquiétude des Français prouve bien que tout n'est pas réductible à l'économie. Ils se demandent ce que deviendra leur nation demain. Ils s'inquiètent de la pérennité de leur nation. Et ils l'aiment, et là je citerai Simone Veil, comme une chose qui peut être détruite et dont le prix est d'autant plus sensible. C'est de tout cela qu'il faudrait savoir parler et, si vous voulez, tous les problèmes ne sont pas économiques et toutes les solutions ne sont pas économiques non plus. Robert Rivaton ? Tout n'est pas économie, mais tout est matériel à la fin. Et il n'y a pas de mauvais peuple. Quand j'entends dire que les Français sont dépressifs, les Français sont ils ont peur du futur, ils ne sont pas entreprenants et autres, il n'y a pas de mauvais peuple. Il n'y a que des mauvaises institutions. On vit dans des institutions qui ne nous permettent pas d'exprimer. Les Français ne sont pas moins inventifs qu'ailleurs, ne sont pas plus dépressifs qu'ailleurs. On peut reprendre toutes les statistiques. La consommation d'antidépresseurs, vous savez pourquoi on consomme plus d'antidépresseurs dans ce pays ? Parce qu'ils sont remboursés. Donc forcément, quand on rembourse des médicaments, en général, ça fait en sorte qu'on en consomme plus. Deuxième pays qui en consomme le plus, c'est le Groenland, parce qu'il fait nuit 6 mois par an, donc effectivement, les gens consomment. C'est pas du tout ça la vraie raison, pardon. Si vous nous rejoignez ce soir sur France 5, nous essayons de répondre à cette question. La France va-t-elle si mal ? Bien aidée, j'allais dire, pour essayer de répondre à cette question par le livre d'Alain Duhamel. Alors, Alain Duhamel, je rappelle qu'au départ de cette discussion, nous avions opposé, vous aviez dénoncé le rôle des intellectuels dans ce déclinisme ambiant. Et c'est vrai qu'Alain Finkielkraut a eu l'occasion de vous répondre. Il y a un personnage que vous citez à plusieurs reprises dans votre livre, c'est Éric Zemmour. C'est difficile de ne pas le citer, alors, étant donné la place qu'il occupe aujourd'hui dans le débat. Oui. Si je ne le citais pas, c'est que je serais aveugle et sourd. Oui, vous l'estimez ? Si je en crois ce que... Après, on va parler de l'affaire, évidemment. Moi, je trouve qu'il a beaucoup de talent. Ouais. Je dirais même, puisque je suis plus âgé que lui, que je l'ai vu affirmer son talent. Oui. Son talent est croissant, que c'est un garçon qui a une culture supérieure à celle de beaucoup de ceux qui le critiquent. Cela dit, je suis à la fois instinctivement et dans la réalité et dans les analyses en désaccord avec lui à peu près sur tout. Et est-ce qu'il a été trop loin ? Ça ne signifie pas dans mon esprit qu'il a forcément tort et moi raison. Bien sûr. Sur sa dernière intervention autour des djihadistes du 13 novembre, lorsqu'il dit lorsqu'il parle de respect au sujet de ces djihadistes. Respect envers ceux qui acceptent la mort pour faire vivre leurs idées. Nous avons la phrase exactement. Oui, je ne pense pas que les djihadistes soient des abrutis ou des fous. Je respecte des gens prêts à mourir pour ceux en quoi ils croient. Est-ce que ça vous a choqué, Alain Duhamel ? Ça m'a choqué. Je veux dire, sur un plan purement littéraire, c'est une thèse qu'on peut imaginer, sur un plan littéraire. Sur un plan politique et je dirais humain, si dans ma famille quelqu'un était mort dans un attentat et que j'entendais ça, je serais certainement épouvantablement choqué et meurtri. Vous continuerez à débattre avec lui sur RTL ? Oui, absolument, ou ailleurs. Mais je ne considère pas que parce qu'on est en désaccord, on ne doit pas débattre. Il y a une plainte contre lui, il y a une enquête ouverte pour apologie du terrorisme. Je dirais même que plus on est en désaccord et plus il faut débattre. J'aimerais entendre Alain Finkielkraut sur cette question précise, sur les propos d'Éric Zemmour. Alors très bien, je vais essayer de répondre, mais laissez-moi un tout petit peu de temps pour que ma réponse soit tout à fait claire. Cette plainte est absurde. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la justice qui conduit en état d'ivresse, avec le parquet qui ouvre une enquête pour apologie du terrorisme. Zemmour est condamné tous les jours pour islamophobie. Alors, on ne peut pas être à la fois le pire des islamophobes et le défenseur du terrorisme islamique. Et donc, mais deuxièmement,
Les propos d'Éric Zemmour sont, à mes yeux, extrêmement choquants. Je les ai découverts dans Causeur et j'ai éprouvé un sentiment de stupeur et même de révolte. Dans un premier temps, il dit une chose tout à fait intéressante. Il dit, c'est pas la peine de mobiliser une cohorte d'adjectifs sonores pour parler des djihadistes. Ils sont immondes, ils sont ignobles, ils sont atroces. Essayons de les prendre au sérieux. Il a raison, mais il les traite en ennemis. C'est pas de l'apologie, c'est pas Rouillant. C'est pas Rouillant qui salue, qui lui salue des confrères, parce que pour lui, pour Rouillant, l'ennemi c'est le capitalisme mondial, l'impérialisme, etc. Donc il a le même ennemi que les djihadistes. Pour Zemmour, les djihadistes c'est l'ennemi. Il dit il faut les prendre au sérieux, bien sûr, mais il va jusqu'à cette phrase terrible, puisqu'ils meurent pour leur foi. Puisqu'ils meurent pour leur foi, eh bien, ils sont dignes de notre respect. Et là, moi, je pense à une magnifique réflexion de Nietzsche disant « Les martyrs ont fait tort à la vérité ». Le sang a fait tort à la vérité parce que le sang empoisonne les doctrines les plus pures. Elle les transforme en instruments de haine. Et là, en plus, il ne s'agit pas de n'importe quel martyr. Ils ne se contentent pas de mourir pour leur foi effrayante. Ils transforment leur mort en instrument de mort. Ils, si vous voulez, ils donnent leur vie pour tuer le plus de gens possible. C'est absolument abominable. Et donc, je pense que, disant cela, il a voulu, si vous voulez, prendre le contre-pied de la sensiblerie générale, mais il a fait, ce faisant, il a montré une totale insensibilité. La sensibilité doit être distinguée de la sensiblerie. Bien. Elisabeth Roudinesco, sur ce sujet. 2 points. D'abord, je ne considère pas qu'Éric Zemmour soit un intellectuel. Ce n'est pas du tout le cas. Deuxièmement, il se trouve que je l'ai lu, pas sur le dernier livre mais l'autre, il y a des pages insoutenables sur la réhabilitation de Vichy qui aurait sauvé les Juifs français. Ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable aujourd'hui de dire des choses pareilles. Ça a été extrêmement contesté au moment de la publication. Non, ça n'est pas acceptable. Certainement pas dans ma famille, en tout cas, qui a été résistante. Donc c'était inacceptable. Et le dernier point, ces propos sont tout simplement ridicules parce que il y a plusieurs façons de se suicider. Ça n'a rien à voir avec les kamikazes japonais qui donnaient leur vie pour la patrie et pour que vive cette patrie dans un contexte de guerre en visant des cibles, des cibles militaires. Notamment des porte-avions. Oui, non, mais c'est tout simplement une mort stupide. Donc ça n'a rien d'héroïque. Donc je conteste complètement ça. Et d'ailleurs, c'est ça la caractéristique de cette pulsion de mort-là. C'est qu'ils ne meurent même pas pour leur foi, dont ils ne connaissent rien. C'est ce qu'on appelle une mort absolument stupide. Voilà. Et je crois qu'il faut combattre cette pulsion de mort à l'état pur, comme le disait très bien Robert Badinter, et non pas du tout en faire des martyrs de la foi. Voilà. Revenons à notre... Je rappelle que, en tout cas dans votre livre, Alain Duhamel, vous considérez que Éric Zemmour est l'un de ceux qui entretient ce déclinisme à l'antenne et sur toutes les antennes. C'est un amplificateur de mélancolie nationale à un moment où on a besoin, au contraire, de résolution. Ouais. Robin Ribaton, juste un mot sur à la fois l'omniprésence d'Éric Zemmour. Il entretient totalement l'idée que la France a vécu une période glorieuse dans le passé et qu'il faut la retrouver. Or, aujourd'hui, on a besoin de construire un futur pour ce pays et non pas de se tourner vers dans le rétroviseur. Il est clairement un amplificateur de ce phénomène. Nous accueillons tout de suite un nouveau témoin, Patricia Connell, qui a créé plusieurs entreprises en Grande-Bretagne, directrice du magazine en ligne franceinlondon.com. Vous êtes, bonsoir, une Française qui a quitté la France. Vous vivez à Londres depuis 1981, mariée à un Britannique ? Absolument. Vous avez 3 enfants. Pourquoi avez-vous quitté la France il y a 35 ans ? Par amour. Bon. Pour un homme. C'est une bonne raison. Oui, tout à fait. C'est une bonne raison. Mais vous auriez pu revenir. L'Angleterre des années 80 était plus dynamique que la France ? Alors, tout dépend du début, parce que quand je suis arrivée en 1980, c'était un peu le tiers-monde, on va dire, par rapport à la France. Ah oui ? Oui, surtout qu'à l'époque, nous étions à Bristol, qui n'était quand même pas très rose, on va dire. Et puis, oui, en effet, on aurait pu revenir, puisque c'était le but que nous avions. Au bout de 3 ans, nous avions décidé que nous allions retourner en France. Et puis, moi, j'allais travailler chez L'Oréal, mon mari chez Pricewaterhouse à Paris.
on est venu rencontrer nos interlocuteurs et c'était un jour absolument épouvantable, il pleuvait et les gens qu'on a rencontrés n'étaient pas très sympathiques. Il faut dire aussi qu'à ce moment-là, les choses allaient un petit peu mieux en Angleterre, c'était les années Thatcher, et on a décidé de rester, et mon mari a rejoint la City, et moi une autre compagnie. Il faut considérer que les années Thatcher, c'était mieux. Quelque chose. C'est votre sentiment, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que l'Angleterre a réussi que la France a raté au cours des 30 dernières années? À être positive, à être ouverte sur le monde. Contrairement aux Français, négatifs et fermés sur le monde? D'où on était, oui, alors bien sûr. On va y venir. On va y venir. Oui, tout était possible, en fait. Surtout, on se disait, on peut faire ce qu'on a envie de faire, on va réussir. Moi, par exemple, je n'avais pas fait de grandes études à la base. Et on m'a donné toutes les possibilités de pouvoir travailler. Et à partir du moment où on travaillait dur et où on voulait arriver, vous croyez que ça n'aurait pas été possible en France? Non. Ce que j'ai fait en Angleterre, je n'aurais jamais pu le faire en France, à l'époque en tout cas. Il y a eu, comme le disait à l'instant Elisabeth Roudinesco, malgré tout, il y a eu le Brexit. Il y a eu cette espèce de cri des Britanniques. Vous parliez tout à l'heure du problème du populisme, en fait, cette montée de populisme qui existait un petit peu partout, que ce soit aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis, actuellement avec Donald Trump. On le voit aussi ici en France, bien sûr. Et je crois qu'on a aussi parlé énormément des gens qui avaient eu ce sentiment d'être laissés à l'abandon, justement à cause de la technologie, souvent, les personnes âgées, ceux qui n'avaient pas ce sentiment de rentrer dans le cadre. Et c'est vrai que c'est un petit peu pour ça que ce Brexit a eu lieu. Voilà. Alain Finkielkraut, vous avez eu la tentation de partir vivre à l'étranger à un moment de votre vie? Non. Jamais? Non. J'ai vécu 1 an et demi aux États-Unis quand j'enseignais. J'ai un certain attachement inquiet pour Israël, où je vais de temps en temps. Mais je n'ai jamais songé... Vivre à Londres, par exemple? Ni à vivre à Londres, ni à vivre à Tel Aviv, ni vivre à New York. Je suis très attaché à la France et je ne pense pas pouvoir, si vous voulez, vivre dans un pays qui parle une autre langue, même si je m'habitue à cette langue. Donc pour moi, il n'a jamais été question de quitter mon pays. C'est pourtant, Robin Rivaton, le rêve de beaucoup de jeunes Français. Alors il faut s'en réjouir ou s'en inquiéter grandement? Il faut s'en réjouir. On ne s'en est pas encore rendu compte, mais aujourd'hui on estime qu'il y a 2,9 millions de personnes nées en France qui vivent à l'étranger. C'est pour un pays de la taille de la France de 66 millions de personnes, c'est la plus grande émigration depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est gigantesque, on n'a aucune idée de l'ampleur de ce phénomène et c'est une extrême bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ces personnes nous montrent ce qui se passe à l'étranger, ouvrent des fenêtres d'opportunités et d'horizons sur comment vont les autres pays et que les autres pays ne font pas forcément dans des états bien meilleurs ou bien pires, et que ça nous offre aussi la capacité à changer aussi notre pays, à évoluer, à découvrir, à condition d'organiser une mobilité et de faire en sorte que ces gens puissent un jour aient l'envie de revenir. Et ils l'ont, à mon avis, si on a la capacité à faire en sorte que ce qui est possible à l'étranger devienne aussi possible en France. Alain Duhamel. Moi, ce qui m'amuse, c'est que quand je faisais mes études, les professeurs d'université, les professeurs à Sciences Po étaient désespérés parce qu'il n'y avait pas de Français qui acceptaient de partir à l'étranger. Et qu'aujourd'hui, on s'inquiète en disant, mais est-ce qu'il n'y a pas trop de Français qui partent à l'étranger? Moi, je vis ça comme une ouverture au monde nécessaire, évidemment. Mais bien sûr, le fait, et de même que je pense que Erasmus est une des choses qu'a fait de mieux l'Europe, même si c'est à une échelle que je juge insuffisante. Mais l'ouverture, c'est ce qui nous manque. Et puis, on sait très bien que dans les succès récents de la Grande-Bretagne et les échecs récents de la France, on retombe sur le vieux clivage. Les Britanniques ont toujours fait passer les libertés, notamment économiques, avant l'égalité, et les Français, l'égalité avant les libertés. On le sait bien, et ça a des conséquences économiques et culturelles qui sont considérables. Antoine Jouteau, quand vous montez le Bon Coin, enfin vous êtes arrivé un petit peu après, je crois, d'ailleurs, vous auriez peut-être eu envie d'aller, je sais pas, travailler pour Google ou ailleurs, ou d'aller travailler à Londres. Est-ce que vous avez eu cette tentation? Dans les métiers du numérique, on a toujours la tentation peut-être de trouver quelque chose de mieux. Mais je crois pas. Moi aujourd'hui, on construit l'entreprise Le Bon Coin parce que aussi on est content de participer à l'effort national. C'est-à-dire qu'à la fois on rend un service qui est utile à tous les Français, et aussi on est une entreprise aussi utile. C'est-à-dire que, juste pour rappel, Le Bon Coin paye ses impôts en France.
ce qui est quand même quelque chose d'assez rare aujourd'hui dans le monde du numérique, et a payé 30 millions d'euros d'impôts sur les sociétés l'année dernière en France, ce qui est à peu près 2 ans de ce que les GAFA payent. Les GAFA, on rappelle ce que c'est. Voilà, donc ce sont les entreprises américaines qui représentent les géants mondiaux de l'Internet. Voilà. Le Bon Coin aujourd'hui en France est coincé Google, Apple, Amazon, exactement, et Facebook. Aujourd'hui, on parlait de talents et de Français qui partent à l'étranger, mais aussi il y a des talents qui reviennent. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a une initiative qui s'appelle Reviens Léon, qui a été lancée par les géants du numérique en France, hein, les Blablacar, les Drivey, etc., qui permettent à des Français de revenir de l'étranger en étant accompagnés. Il y avait eu aussi Barrez-vous il y a 1 ou 2 ans, hein, souvenez-vous. Hein, c'était un collectif qui avait fait beaucoup de bruit, qui incitait des jeunes gens à partir mais là, loin de la France. Donc là, on a un phénomène inverse. Ces entreprises du numérique, ce qu'elles font, c'est qu'elles proposent des recrutements. Aujourd'hui, le Bon Coin recrute une centaine de personnes par an, et les Blablacar aussi, etc. Pour le Revient Léon, d'ailleurs, c'est amusant le nom, mais qu'est-ce qu'on leur propose On leur propose aujourd'hui des postes extrêmement intéressants à Paris, dans des startups françaises qui ont le vent en poupe, qui sont financées. On leur propose des mesures d'accompagnement, etc. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est possible. Mais ça peut se faire uniquement que s'il y a un cadre fiscal qui est favorable. Vous voyez, Alain Finkielkraut, pardon de vous couper, vous voyez, il y a des bonnes raisons d'espérer, d'y croire et de voir que... Juste, le chiffre, vous savez combien de personnes combien cette initiative ont permis de faire revenir de personnes en France? On parle de 2000 personnes déjà, sur les 18 derniers mois. 2000 personnes qui sont revenues grâce à ça. On n'est pas là quand même pour passer notre vie devant nos écrans à pouvoir, grâce aux start-up, passer commande de tout ce qu'on veut. Je ne crois pas que ce soit un horizon très désirable. C'est nos richesses aujourd'hui. Et je voudrais vous rappeler une phrase que je cite un peu trop souvent de Camus, 1957, son discours au Nobel. Chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La tâche de la nôtre est très différente, elle est peut-être plus grande, empêcher que le monde ne se défasse. Et moi, je crois que c'est de cela qu'il s'agit, empêcher que le monde ne se défasse. Non pas le conservatisme que fustige avec talent Alain Duhamel, il s'agit de sauver ce qui peut l'être, sauver la langue, sauver l'école, sauver les paysages, sauver les bêtes. Sauver les bêtes de l'enfermement dans l'élevage concentrationnaire, qu'il y a encore des vaches à regarder, et pas seulement, et des éléphants, et pas seulement sur les écrans. Je crois que ça, c'est une tâche exaltante pour les générations. Non, mais on essayait. Non, mais pardon. Exaltante. On essayait aussi de. Je ne suis pas là simplement pour ressasser ma mélancolie. Mais je dis ne pas se tromper de diagnostic, ne pas se tromper, si vous voulez, d'ambition. Voilà, je propose une ambition. J'ai le sentiment, Alain Finkielkraut, que vous êtes plus déprimé qu'au début de l'émission. Ça m'inquiète un peu. Je suis très heureux, je suis très heureux. On essaye d'apporter des solutions, des exemples, etc. Et je vois que c'est pire. Mais moi aussi, mais mes solutions ou mes ambitions sont très différentes de celles que je vois se déployer autour de cette table. Et je ne suis pas déprimé, je ne prendrai pas d'antidépresseurs. Pas ce soir. Elisabeth Roudinesco. Si vous permettez, je voudrais poser tout à fait le problème autrement. Je crois que le grand désir et la grande caractéristique de notre époque, c'est le désir de partir pour revenir, c'est-à-dire le voyage, la mondialisation. Par exemple, il n'y a pas un seul universitaire aujourd'hui qui peut faire carrière qu'en France. Les échanges sont internationaux, nous voyageons tout le temps et dans tous les domaines. Donc, on peut, c'est mon cas, penser qu'on ne vivrait qu'à Paris, je dirais même pas qu'en France. D'abord, qu'en Europe, qu'à Paris, et être très attaché là où on est, mais il faut pouvoir partir et revenir, mais pas simplement pour s'installer ailleurs. Donc, on a la mondialisation partout dans la tête. Et je pense que c'est ce phénomène de mondialisation qui n'est pas accepté par les peuples, c'est clair, mais qui sera obligé. C'est impossible autrement. Que ça a lieu, c'est déjà là. Et je pense que c'est la terreur de la mondialisation qui fait le repli national. Et ce sont en effet les peuples. Ça, c'est le vrai souci. En d'autres termes, on a 2 fléaux aujourd'hui. C'est en effet ce retour du religieux sous sa forme la plus fanatique, de l'islamisme, mais le fléau du capitalisme sans limite. Il faut trouver un moyen pour allier la liberté et l'égalité un peu quand même. Alors, Alain Duhamel, ce mal-être français n'est pas nouveau. On a retrouvé une archive de 1993, il y a 23 ans. Un homme déjà dénonçait la dépression française. Regardez bien Alain Duhamel, il va vous rappeler quelqu'un.
On est le contraire d'un pays en déclin. On est un pays qui traverse d'immenses difficultés, comme tous les pays. On a plutôt plus de cartes qu'eux pour s'en sortir. Mais je ne change pas d'avis. J'ai pris quelques années, mais je ne change pas d'avis. À l'époque, votre livre s'appelait Les peurs françaises. Absolument. Est-ce que... Et si je peux me permettre de faire l'apologie d'un chapitre d'un livre qui date d'il y a longtemps, j'avais bien pointé la peur de l'immigration aussi et les conséquences que ça pouvait avoir. Alors, la campagne présidentielle de 2017 va-t-elle se jouer, Alain Duhamel, finalement entre les optimistes, ils ne sont pas nombreux, et les pessimistes? Ce que je crains, c'est qu'elle se joue surtout entre les démagogues, les plus démagogues et les moins démagogues. Les à moitié démagogues, les très démagogues, les pas démagogues du tout. J'attends de voir. Oui. Vous écrivez quand même dans votre livre que les politiques suscitent vraiment un désamour complet de la part des... Prodigieux, oui. Ouais. Spectaculaire. C'est pire qu'en 1993 ? Ah oui, bien sûr. Ouais. Écoutez, on a tous les éléments possibles. J'ai retrouvé la phrase, pardon. Le personnel politique, écrivez-vous, n'inspire plus que défiance et mépris. Les mots ont un sens, défiance et mépris. Les Français fuient les partis politiques et votent de moins en moins. Tout ça est pratiquement vrai. Ils votent de moins en moins. Il y a de moins en moins de monde dans les partis politiques. Ouais. Et les Français, surtout, regardent les hommes politiques et les dirigeants de façon extrêmement négative. Ouais. Ça, c'est grave. Je vais finir par être aussi déprimé qu'Alain Finkielkraut. Robin Rivaton. Pourquoi ils sont aussi déprimés? Parce que c'est 30 ans d'échec politique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun homme politique qui n'a eu un résultat depuis 30 ans. Donc le personnel politique qui nous est offert aujourd'hui, c'est 30 ans d'échec. Donc forcément, il n'y a pas une très bonne vision de ce personnel-là. Je vais dire un mot sur ça. Parce que vous vantez un modèle ultralibéral. Pas du tout ultralibéral, libéral. Et le Brexit libéral. Vous avez vu ce qui s'est passé. Bien sûr. C'est les échecs. Cet ultralibéralisme a amené en partie le Brexit, c'est-à-dire l'abandon. Les peuples n'en veulent pas. Donc, quand je dis qu'il faut allier certainement un libéralisme plus tempéré avec une certaine égalité, en Angleterre, l'école est dans un état épouvantable, les services publics dans un état épouvantable, les contrats de travail sont absolument cauchemardesques. Il y a le contrat un jour, c'est pas possible. Hein, voilà. Donc, si vous voulez, moi je trouve que on peut pas être comme ça en trouvant que ce modèle est magnifique et que le reste c'est pas vrai. Est-ce que vous diriez, vous avez tout à fait raison, Madame. Patricia Connell, est-ce qu'il y a aussi défiance et mépris vis-à-vis des politiques en Angleterre? Oui, exactement la même chose. Je reviens un petit peu à ce que vous disiez au niveau du... Oui, aux États-Unis, mais je pense que c'est toute la classe politique est remise en question. Ça n'est pas, ça on peut le confirmer. Mais pour parler du Brexit, quand on voit justement ce qui vient de se passer, il est vrai aussi que les politiques ont menti pour arriver à leur fin. Quand on voit ce qu'a dit Farage... Les partisans du Brexit. Mais bien sûr. Qui ont été, ce qui quand même, à ma connaissance, sans précédent historique dans aucun pays, ils ont gagné le jeudi et le vendredi matin, ils ont avoué que tout ce qu'ils avaient dit était faux. Ce qui est quand même hallucinant et très dangereux pour la démocratie. Alain Finkielkraut, qu'est-ce que... Il ne faut pas faire des référendums à chaque fois. Vous avez dit, excusez-moi de vous couper, vous avez dit tout à l'heure, chez Karim Bressouli, que vous ne voteriez pas à la primaire de droite, mais vous voterez à l'élection présidentielle? J'espère. C'est-à-dire que Comment ça, j'espère? J'espère. C'est-à-dire que j'espère être suffisamment convaincu par un candidat pour voter. C'est pas encore le cas. Si je devais m'abstenir, alors là, ce serait pour moi, en tout cas, très Ça vous est déjà arrivé? Non, je ne me suis pas abstenu. Mais là, je suis, je vous le dis, dans la perplexité. Un mot quand même sur les hommes politiques, si vous voulez. Il faut aussi dénoncer la dérision perpétuelle dont ils sont l'objet. Une dérision qui se développe dans les médias, sur les réseaux sociaux, et qui détourne de la politique de plus en plus les meilleurs de leur génération. On aura un personnel politique toujours plus médiocre du fait de ce climat épouvantable. J'ajoute que les hommes politiques ont de moins en moins de pouvoir sur les choses. Ils en sont réduits à accompagner les processus. Peur de l'immigration, dites-vous? Peut-être. En tout cas, la question de l'immigration n'a jamais été décidée. La France a changé, son paysage culturel et démographique n'est plus le même, ça n'a pas fait l'objet d'une discussion publique. La mondialisation entraîne des délocalisations, l'Europe ne protège pas de la démondialisation. Tout cela, ça veut dire que le changement qui était l'arme des politiques, ça devient, si vous voulez, le visage du destin. Et donc, plus les politiques
sont impuissants et réduits à accompagner les processus, plus ils sont méprisés. Et là, ça devrait être l'objet d'une réflexion collective. À quelles conditions la politique peut-elle reprendre le pouvoir sur les choses? Et cette réflexion, c'est à tout le monde de la mener, à tout le monde. Alors, je disais en début d'émission que les politiques ont en commun ce refrain de « la France va mal ». C'est pas tout à fait exact. Il y a, depuis quelques jours, quelques semaines, une tentative modeste de mettre en avant ce qui marche. On se souvient du fameux « ça va mieux » de François Hollande. Regardez. Alors, est-ce que c'est un argument de campagne ou une méthode Coué? Regardez ces extraits. La situation s'améliore. La France va mieux. L'économie va mieux. On a des façons de parler du passé pour parler d'aujourd'hui, alors qu'il faudrait parler de l'avenir. C'est quand ça va mieux qu'il faut aller encore plus vite. La France va mieux qu'il y a 4 ans. Elle va mieux que la France ne le pense elle-même. Contre tous les prédicateurs de déclysisme, je veux redonner aux Français une espérance. Et c'est cela le message de ma campagne. Alain Duhamel, les politiques vont essayer maintenant de nous expliquer que ça va pas si mal, mais c'est compliqué parce qu'il faut qu'ils fassent campagne quand même. Non, mais c'est infernal. En l'occurrence, s'agissant de François Hollande et des membres du gouvernement, c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de facteurs qui s'amélioraient. De là à dire que la situation est améliorée, bien sûr que non. Mais il ne faut pas non plus nier quand il y a quelques progrès qui existent ici ou là. Mais moi ce que je crois, s'agissant des politiques qui ont un métier que pour rien au monde je ne voudrais partager. C'est-à-dire qu'ils ont une pression terrible, ils ont des moyens d'intervention sur la réalité des choses qui diminuent, ils sont déconsidérés en permanence. Je crois que s'ils ont une responsabilité spécifique, bon, ils ont des limites aussi, bien sûr, personnelles, et sans doute leur niveau n'est-il pas exactement celui que j'ai pu connaître il y a 30 ou 40 ans. Mais s'ils ont une responsabilité personnelle, à mes yeux en tout cas, c'est de ne pas oser poser les problèmes les plus difficiles en public et d'assumer et d'incarner leurs réponses. Tout se fait toujours depuis 40 ans par des demi-mesures qui obtiennent des demi-résultats à travers des demi-paroles. On ne discute pas en assumant les choses et en disant « voilà mon choix, c'est ma responsabilité et ensuite je la porterai, je l'assumerai et je l'incarnerai ». Assumer, c'est par exemple assumer les indicateurs classiques de l'économie française. Ils ne sont pas bons, les derniers. Le chômage, la croissance. L'INSEE a révisé à la baisse cette semaine les prévisions à 1,3 au lieu de 1,6. Sur le chômage qui est à un niveau historique exceptionnellement élevé, les choses se stabilisent quand même. Oui, absolument. Sur la croissance, en revanche, ça se présente moins bien que ne le disait l'INSEE il y a encore 3 mois. Chômage des jeunes, bon. Mais non, mais attendez, je ne suis pas en train de vous dire que les choses vont bien. Je ne suis pas un homme politique, je vous dis. Je sais bien. Je ne vous dis pas ça du tout. Je voulais vous poser une question, plutôt relayer une question sur Twitter. La crise économique n'est-elle pas au départ une crise de société, de confiance dans l'avenir ? Les deux sont liés, c'est-à-dire que quand on n'a pas assez confiance dans l'avenir, il y a moins d'investissement, il y a moins de création, et c'est ce qui se passe aujourd'hui en France. Cette incapacité à créer la confiance en dépit de réformes dites structurelles par le gouvernement a été son principal échec. Mais quand on parle d'économie, on ne parle pas du chômage sur les 3 derniers mois, on parle sur 10 ans. La France ne crée plus de richesse par habitant sur 10 ans. C'est une décennie perdue. C'est gigantesque et c'est important d'avoir ces métriques-là en tête, ces indicateurs-là, non pas seulement de regarder le taux de chômage sur 3 mois. Ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble, Alain Duhamel. Alors, pour conclure, est-ce que vous pourriez essayer de convaincre Alain Finkielkraut que tout ça n'est peut-être pas si grave et comme un petit cours... Non, je ne veux pas le convaincre que tout ça n'est pas si grave. Je veux le convaincre que ça n'est pas parce que les choses vont mal aujourd'hui qu'elles sont condamnées à aller éternellement mal. Et je voudrais le convaincre, mais je suis sûr d'ailleurs qu'il se laisserait convaincre, qu'il y a des réponses possibles à la situation actuelle. Justement, quelques sujets très vite, quelques exemples de sujets qui typiquement peuvent faire peur. Premier sujet, l'Europe. Alain Duhamel, qu'est-ce qu'on peut dire de positif sur l'Europe ? Que ça a l'air d'être une banalité, mais c'est en même temps quelque chose de très important. C'est la première fois dans l'histoire que pendant 70 ans, il n'y a pas eu de guerre intra-européenne, ce n'est pas une chose négligeable, et que les pays qui sont entrés dans l'Europe les uns après les autres en ont formidablement profité, et en termes de niveau de vie, et en termes d'apprentissage de la démocratie. L'islam, deuxième sujet.
L'islam, c'est un problème qu'on a, comme toujours, traité à moitié, traité de façon oblique. Je pense que la question de... le principe, à mes yeux, évident, mais pas seulement au mien, c'est que toute religion doit respecter évidemment scrupuleusement les lois de la République, que ça va de soi, que dans le passé, les protestants y sont arrivés, bien qu'ils aient été beaucoup persécutés, les juifs y sont arrivés, bien qu'ils aient été beaucoup persécutés, et que toute religion peut y arriver, mais que, en revanche, je conteste tout à fait l'idée selon laquelle il serait impossible que l'islam respecte les droits de la République. L'islam peut très bien respecter les lois de la République. Troisième sujet. Peut-être que vous me direz que dans ce cas-là, ce sont de mauvais musulmans, mais ça n'est pas notre problème. Troisième sujet, les migrants, Alain Duhamel. Voilà un sujet qui typiquement fait peur. Voilà un sujet où, il n'y a pas eu de réponse collective des Européens. On a bien vu qu'elles partaient dans toutes les directions. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'elles sont parties dans toutes les directions ? Et ça, on ne le dit jamais assez. Parce que les pouvoirs de police aux frontières ne sont pas des pouvoirs européens, mais des pouvoirs nationaux. Et que les États ont refusé de se coordonner et de donner des solutions, mais que ça n'est pas écrit pour l'éternité. Et qu'on peut très bien décider, d'ailleurs, les institutions européennes le permettent, si les dirigeants en ont la volonté et l'énergie, on peut très bien trouver des solutions collective. Et accessoirement, je veux rappeler quand même que devant le grand mouvement migratoire qui a eu lieu l'année dernière, les Français se sont, dans l'ensemble, angoissés, alors que la France a été sensiblement moins touchée que les pays voisins. Et il y met du sien quand même, Alain Finkielkraut, pour essayer de vous convaincre. Je vais méditer ce soir toutes les réponses d'Alain Duhamel. Je crois qu'on peut pas faire. Dans les jours et les semaines à venir. Je vous remercie. Merci à tous d'avoir participé. C'est chez Plomb, le livre d'Alain Duhamel, Les pathologies politiques françaises. Merci mille fois, Alain Finkielkraut, d'avoir participé à ces deux émissions. Merci beaucoup à vous aussi, Robin Rivaton et Elisabeth Rodinescu, et ainsi qu'à vous deux d'être venus raconter votre histoire. Excellente soirée sur France 5. Dans un instant, soirée exceptionnelle, consacrée aux gangsters et la République. Restez bien avec nous. Dans un instant.